Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde de l'oison, 17h50 à Paris, 1h50 à Pékin, 19h50 à Kiev, les deux capitales où nous irons prendre le pouls de l'actualité internationale ce soir à Kiev. Conseillère pendant 2 ans du président Zelensky, jeune femme diplômée, engagée, Yulia Mendel raconte comment la guerre a changé l'ancien acteur devenu président dans le combat de nos vies. Elle sera l'invitée du tête-à-tête. À Pékin, nous rejoindrons notre correspondant Arnaud Miguet. Économie, démographie chancelante, est-ce la fin de l'hyperpuissance chinoise? Et si la Chine s'endormait, sonnée debout par le Covid? Et si oui, quelles conséquences pour la planète? Ce sont tout de suite les nombreuses questions que nous allons poser à nos invités du débat. Pire chiffre pour la croissance chinoise depuis 1976, sans compter la période Covid. Démographie, je vous le disais, en berne. Les signes vitaux de la deuxième économie mondiale virent-ils tous au rouge? Et si oui, quelles conséquences pour le reste du monde? C'est la première question de ce débat du monde de l'oison à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos invités que je vous présente tout de suite. Isabelle Attané, bonsoir madame. Bonsoir. Démographe et sinologue à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, auteur notamment de La Chine à bout de souffle. Nous accueillons également Pierre-Antoine Donnet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ancien correspondant de l'AFP en Chine, auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur la Chine et la région. Vous avez notamment publié le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme. À vos côtés, Sébastien Collin. Bonsoir monsieur. Également sinologue, géographe, maître de conférences au département Chine de l'INALCO, auteur de La Chine, puissance mondiale, publié par la Documentation française. Et celui qui sera notre piti économique, Christian de Boissieu. Merci de me donner ce rôle facile. Bonsoir monsieur, professeur émérite d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur au Collège d'Europe à Bruges et vice-président bien sûr du Cercle des économistes. Ma première question pour vous, monsieur, une augmentation de seulement 3% du PIB de la Chine cette année. La Chine ne tire plus l'économie mondiale en 2022. Est-ce que c'est le début de la fin de cette hyperpuissance chinoise qu'on nous a tant vantée? D'abord, bonjour et merci de votre invitation. Bon, 2022, 3%, vous l'avez dit, c'est la plus mauvaise année de croissance depuis 1976, sauf l'année 2020 qui a été première année de Covid, où la Chine n'a pas été en récession au sens technique, mais ils ont connu une croissance légèrement supérieure à 2%. 2 ou 3%, c'est de toute façon faible pour la Chine, qui nous a habitués à des taux de croissance nettement supérieurs. Alors, le 8% d'antan, ils l'ont refait en 2021, mais ça, c'est un effet de rattrapage. Comme nous, en Europe, on a eu un effet de rattrapage après la première année du confinement, du Covid. Bon, donc l'année 21 a plus de 8% de croissance, c'est exceptionnel. Le 3% de 2022, c'est exceptionnel dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est dramatique? Alors, c'est embêtant parce que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, la Chine était une des locomotives de l'économie mondiale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de locomotive dans l'économie mondiale. Alors, on va parler de l'Inde tout à l'heure, dont la croissance a plutôt bien résisté, mais l'Inde a moins de répercussions sur le reste du monde que la Chine. Je dirais l'Inde est plus fermée, la Chine est traditionnellement ouverte, sauf le confinement de 2022, qui explique en grande partie, à mon avis, ce mauvais résultat. Mais je dirais 3% pour la Chine, ce n'est pas une récession, mais ce n'est pas un bon résultat. Le sujet, c'est 2023. Le gouvernement, le Parti communiste n'ont pas encore affiché d'objectif de croissance. Ils veulent probablement être à 5%. Je dirais 5%, c'est peut-être une sorte de croissance devenue normale pour la Chine. C'est plus 8% la norme. 2-3%, c'est trop faible. Ils ont un potentiel pour être à 5. La Banque mondiale vient de faire ses prévisions pour 2023 pour la Chine et est un peu plus pessimiste parce qu'elle pense que la Chine, cette année, serait légèrement supérieure à 4%, donc ce serait peut-être pas à 5%. Vous savez, la croissance en Chine, c'est aussi
un objectif politique. Oui, c'est lié. C'est pas l'équivalent de l'INSEE chinois qui vous donne le taux de croissance et une prévision comme ça, indépendamment du contexte politique. C'est un objectif politique. Ensuite, on se donne les moyens de l'atteindre. Et le problème de la Chine en 2023, c'est que pour être à 5%, donc probable objectif fixé par le gouvernement dans quelques semaines, il va falloir qu'ils utilisent un certain nombre de leviers. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus tellement. Il y a une crise immobilière qui est extrêmement sérieuse. On a vu les scandales, crise immobilière et puis problèmes bancaires derrière. Vous avez une augmentation du chômage avec justement ce ralentissement, la croissance et les conséquences. Et on va avoir l'occasion de développer tout ça. Donc il y a beaucoup de... tableau de bord est pas terrible. Et je pense qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Alors, est-ce qu'ils vont le trouver? On va voir. Alors, on va tout de suite partir à Pékin pour prendre le pouls, justement, de cette économie chinoise, où ce chiffre, vous le rappeliez, historiquement mauvais, est commenté et relativisé aussi, Arnaud Miguet. Oui, on se dit, bonsoir Patricia, que la croissance chinoise n'est pas aussi forte que d'habitude, mais que c'est toujours mieux que la croissance allemande, japonaise ou américaine, qui est au-dessous des 2%. La Chine reste un des moteurs de l'économie mondiale. C'est ce que l'on peut lire aujourd'hui dans les pages du journal China Daily, Patricia, qui est un journal évidemment contrôlé par le Parti communiste chinois et le Bureau national chinois des statistiques, de rajouter que la Chine progresse malgré des vents contraires. Pourtant, ces 3% de croissance, c'est l'un des résultats les plus faibles, les moins performants de l'économie chinoise de ces dernières années. On est très en dessous, en tout cas, Patricia, de l'objectif qui avait été fixé par le Premier ministre Li Keqiang, qui était une croissance de 5,5%. Alors évidemment, les problèmes se multiplient. Il y a une baisse de la consommation, il y a évidemment la crise de l'immobilier, entre autres. Et puis forcément, la politique zéro Covid depuis 3 ans avec les quarantaines, les confinements de ville qui bloquent les usines et qui bloquent l'économie chinoise. Et puis évidemment, les restrictions de voyage à travers le pays. Tout ça est levé depuis le 7 décembre. Et puis côté chinois, on se dit que du coup, l'année du lapin qui commence le 22 janvier prochain, eh bien l'année du lapin, ça ne peut être que mieux. Alors on va voir ça, Arnaud, avec nos invités, si l'année du lapin sera celle du mieux pour l'économie chinoise. J'ai une autre petite question pour vous, Arnaud, vous le disiez, l'effet Covid sur l'économie chinoise et qui nourrit aussi, nous dites-vous, une certaine contestation sociale qui s'enracine justement dans ces difficultés économiques. Oui, Patricia, il est certain que cette politique zéro Covid a un impact important sur l'économie et dans le domaine social. Prenez par exemple les jeunes diplômés, c'est un chiffre officiel, sujet à caution donc Patricia, mais 20% se retrouvent au chômage. C'est du jamais vu ici en Chine. Même situation pour les cols bleus, la situation n'est pas bien meilleure et la grogne se fait sentir. Et les manifestations d'ailleurs, Patricia, de se multiplier. Prenez par exemple les chauffeurs de bus dans la ville de Zhengzhou, qui est une capitale de province. Et bien, ces chauffeurs sont tout simplement à l'arrêt dans leur bus parce qu'ils n'ont pas été payés depuis des mois. Et puis dans une autre ville, là où on fabriquait dans une usine des tests antigéniques et des tests PCR, contre le Covid-19 d'ailleurs, plus de 15 000 ouvriers se sont retrouvés à manifester dans la rue parce qu'ils n'ont pas été payés et puis surtout parce que l'usine les a licenciés. Merci beaucoup Arnaud Miguet, notre correspondant à Pékin, et on vous retrouvera tout à l'heure puisqu'un autre signal est au rouge de l'économie chinoise. On en a parlé tout au long de la journée sur France Info. C'est évidemment la démographie et on s'y attellera dans quelques minutes. Je voudrais la réaction des sinologues que vous êtes, Isabelle Attané et Sébastien Collin. Est-ce que, comme le disait Christian de Boissieu, c'est un échec purement économique ou c'est aussi un échec intimement politique et notamment pour Xi Jinping, que cette croissance stagnante ou en tout cas au plus bas?
Alors, on peut parler d'échec, effectivement, parce que c'est autant le gouvernement chinois avait réussi à réduire la croissance de sa population de manière assez efficace au cours des 30 dernières années, autant là, effectivement, il se retrouve dans une impuissance quasi totale à faire remonter la fécondité en dépit des mesures promises, alors qui tardent certes à se mettre en œuvre et qui ne sont pas encore très précisément définies au niveau local. Mais effectivement, il y a une forme de perte de face et les dirigeants chinois n'aiment pas Perdre la face. perdre la face d'une façon générale. Sébastien Collin. Oui, donc par rapport au taux de croissance. Par rapport au taux de croissance, oui. Par rapport au taux de croissance, c'est effectivement, je pense, on va Parce dire qu'Arnaud Miguel disait, c'est pas en Europe aussi, on n'a pas des taux de croissance extraordinaires. Mais Non, mais comparaison n'est pas raison, là. Ouais. dans le contexte de la Chine, qui, malgré tout, est encore un pays en développement et où la population n'a pas été un statut de prospérité analogue à ce que l'on peut avoir dans les pays occidentaux ou même dans certains pays asiatiques voisins comme la Corée du Sud et le Japon, effectivement, un taux de croissance aussi faible pose des questions en matière de création d'emplois et de lutte contre le chômage pour effectivement permettre à ces jeunes populations, notamment, d'être employées. Donc c'est à la fois un échec que l'on pourrait qualifier de politique économique. Alors, il faut quand même remettre ce taux de croissance dans un cadre un peu plus long, si je puis dire, puisque la Chine connaît une phase de ralentissement de sa croissance économique depuis 2014. Voilà, ça avait commencé avant. Donc, le ralentissement avait commencé avant. Et effectivement, là, la politique zéro Covid a très fortement impacté cette croissance, puisque c'est essentiellement, en fait, les ventes au détail qui ont pénalisé cette croissance. Donc le fait, bien sûr, que les populations ont mobilisé chez elles par les différents confinements et que ce contexte de crise a fait baisser la consommation des ménages chinois. Finalement, cette croissance, puisque un certain nombre d'experts avaient mentionné qu'elle aurait pu être inférieure à 3%. Et on s'aperçoit, lorsqu'on observe l'évolution de cette croissance sur le plan trimestriel, c'est essentiellement le deuxième trimestre qui la pénalise, avec une croissance à 0,2%. Et ensuite, les troisième et quatrième trimestres, on s'aperçoit qu'on a 2,9% et 3,9%. Et là, ce dont on s'aperçoit, que ce sont essentiellement les investissements publics de la part des autorités dans les infrastructures, qui a permis un maintien de cette croissance, et puis surtout les exportations, parce que malgré tout, les marchés internationaux ont consommé des produits chinois et les exportations ont très fortement augmenté. Donc ces secteurs-là, en fait, a permis un maintien de la croissance. Donc c'est plutôt effectivement des dynamiques internes enveilleuses du fait de la politique zéro Covid qui pénalise cette croissance. Mais on peut penser, bien sûr, un retour, une réaugmentation de celle-ci dans les mois qui viennent. La question qu'on pose à chaque fois dans nos émissions s'affiche en bas de votre écran. Et si la Chine s'endormait, moi, ce que j'ai envie que vous me disiez, c'est si je suis Xi Jinping et que sur mon tableau de bord de mon économie chinoise, qui est leader du monde depuis, en tout cas deuxième depuis des années, voit ce bouton décroître et passer à 3, est-ce que c'est la panique à bord? Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que l'hyperpuissance, je repose ma question du début, est-ce que l'hyperpuissance chinoise est en train de s'essouffler? Monsieur Denay. Écoutez, d'abord, ce chiffre, c'est le chiffre officiel de la Chine. Ça veut dire que c'est moins bien? Il a été diffusé par le Bureau national des statistiques, le BNS. Ce chiffre officiel, est-ce qu'il est crédible ou non? On peut se poser la question. On voit très bien qu'en fait, les chiffres donnés par d'autres institutions internationales, donc étrangères, ne sont pas ceux-là. On tourne plutôt autour de 2,6-2,7% de croissance. Et déjà, ça a été dit, 3%, c'est très inférieur à l'objectif qui était de 5,5%. Donc là, vraiment, il y a un sérieux problème. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières décennies, ça a été dit en partie, on a, pendant plus de 3 décennies, la Chine a affiché des taux de croissance à 2 chiffres. Et c'était une performance absolument inégalée dans le monde. Or là, on voit très bien que, certes, les États-Unis font un peu moins bien pour le moment, mais dans le reste de l'Asie, presque tous les pays riverains de la Chine font mieux. Donc c'est la première fois depuis extrêmement longtemps que la Chine fait moins bien que ses voisins. Donc là aussi, c'est un moteur qui s'essouffle pour la région. Et donc ça remet en question, beaucoup de questions sont là pour ces pays asiatiques qui voyaient la Chine comme étant un débouché extraordinaire et qui ne l'est plus.
Et j'ajouterai autre chose, c'est que très longtemps, on a dit deuxième puissance économique du monde, qui peut-être serait bientôt la première. On avait dit 2023, 2024, puis ensuite c'était 2027, selon les experts, entre guillemets. Et là, on voit que c'est repoussé à beaucoup plus loin. Alors certes, il y aura probablement un taux de croissance un peu supérieur en 2023, mais là, vraiment, ça induit des graves questions, notamment sur la question sociale en Chine, parce que tout à l'heure, Arnaud Miguet disait que 20% des universitaires qui arrivent sur le marché du travail ne trouvent pas de travail. Et en fait, ces 20%, c'est pour toute la jeunesse chinoise, si on regarde bien ce qui se passe. Le taux de chômage grimpe dans la jeunesse chinoise. Je vais vous donner la parole à tous les deux. On va regarder un prochain reportage qui va nourrir notre conversation et vous allez réagir. Vous parliez tous du Covid. C'est le premier bilan de l'épidémie depuis la levée des restrictions sanitaires qui a été publié devant la presse. Vous l'avez sûrement suivi sur France Info. Les autorités chinoises ont présenté ce week-end les chiffres des décès liés officiellement au Covid qui s'élèverait officiellement encore à 60 000 morts, sans prendre en compte, précisent les autorités, ceux qui sont décédés hors des structures hospitalières. Marion Vigneux, et on retrouve nos invités juste après. C'est le premier bilan de l'épidémie depuis la levée des restrictions sanitaires. Devant la presse, les autorités chinoises ont présenté ce samedi les chiffres des décès liés au Covid et enregistrés depuis un mois. Nos analyses montrent qu'entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, un total de 59 900 décès ont été recensés dans les établissements médicaux du pays. Dans le détail, 5 500 décès seraient directement dus au Covid, 54 500 à des maladies sous-jacentes. Un bilan qui ne tient néanmoins pas compte des décès survenus en dehors du système hospitalier et que beaucoup estiment donc sous-évalués. C'est le cas des experts de l'OMS qui s'exprimaient sur ce sujet mercredi dernier lors d'une conférence de presse à Genève. L'OMS pense toujours que les décès sont fortement sous-déclarés en Chine. C'est dû au mode de décompte et il faut aussi que les médecins et les fonctionnaires soient encouragés à signaler ces cas et non découragés. L'OMS qui demande à la Chine des données plus rapides et régulières sur les hospitalisations et les décès, mais aussi un séquençage du virus pour savoir si un nouveau variant émerge. Réponse de Pékin, l'OMS devrait adopter une position impartiale sur la Chine. Sur le terrain, les hôpitaux se retrouvent submergés de patients âgés et les crématoriums ne désemplissent pas. Et ce, alors que la Chine s'apprête à célébrer le Nouvel An le 22 janvier prochain. Des millions de personnes ont prévu de se déplacer à l'intérieur du pays. Isabelle Attani, vous vouliez réagir, madame ? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que disait monsieur. Ce qu'il est important de savoir, je trouve, c'est qu'en fait, ce fort ralentissement de la croissance économique chinoise, il a été anticipé depuis, je dirais, presque une dizaine d'années par des économistes et démographes chinois, parce qu'il semble étroitement lié, et ça a été déjà observé dans d'autres pays comme le Japon. À partir du début, il faut savoir que pendant les 30-40 décennies de développement économique très rapide, la Chine a bénéficié de ce qu'on appelle un dividende démographique, c'est-à-dire une croissance très forte de sa population en âge de travailler. Et en fait, qui ont permis un apport très abondant de main-d'œuvre dans les secteurs industriels qui, justement, ont rendu la Chine très compétitive au plan mondial. Et depuis le début des années 2010, effectivement, cette population en âge de travailler diminue. Les économistes chinois avaient prédit un ralentissement de la croissance économique lié à ça. Je veux dire, c'est pas le seul facteur explicatif, bien entendu. Et on sait que, et probablement, cette tendance va s'inscrire dans le temps quand on sait qu'à l'horizon 2050, la Chine va perdre 200 à 250 millions de personnes en âge de travailler. Ce qui est considérable. C'est autour de 20% de sa population actuelle d'âge actif. Et on va y aller dans un instant sur la chute aussi de cette démographie corrélée, vous le rappelez, madame, à l'économie. Christian de Bressieux. Écoutez, d'abord, vous disiez, on prévoit ça depuis 10 ans. C'est normal qu'un pays, on l'a bien vu avec la Corée du Sud aussi, dont on n'a pas parlé, un pays ne peut pas rester en des décennies à puissante 10 pendant des années. de croissance. Au fur et à mesure que ce pays mûrit, va vers la maturité économique et devient... Je ne suis pas d'accord avec vous. La Chine, pour moi, n'est pas un pays en développement, c'est un pays émergent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des pays en développement qui n'émergent pas. Mais il y a des pays en développement qui émergent. Et la Chine, pour moi, est dans l'émergence. Alors simplement... Ce que disait monsieur aussi, c'est qu'elle n'a pas rattrapé encore le niveau de développement, ni du Japon, ni de la Corée. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est
Si, je vais juste ajouter une information, c'est qu'il faut savoir que la Chine a beau avoir le PIB, va être au deuxième rang mondial en termes de PIB en valeur absolue, elle est au 79e rang mondial en termes de PIB par habitant. Absolument. Donc en fait, la Chine est encore un pays pas pauvre, mais émergent, certainement pas un pays riche. Je pense émergent. Je vais sur les mots. Non, mais je ne joue pas sur les mots. C'était bien celle-ci. C'était non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un pays émergent, va finir par atteindre un stade de maturité. Donc, pour moi, le problème de la croissance en Chine, c'est vers quel niveau ils vont s'installer au-delà du Covid. Est-ce qu'ils s'installent à 3% par an, comme en 2022, ou est-ce qu'ils s'installent à 5%? Parce qu'il faudra sans doute encore quelques années pour qu'ils reviennent vers 3%. Ça n'a pas de sens de comparer les 3% de la Chine en 2022 avec les 2,5 ou 6% de la France la même année 2022. Non, mais c'est pour dire que tout le monde a ralenti, Christian Boissieu. Tout le monde a ralenti après le Covid. Quand je disais comparaison n'est pas raison, c'est qu'il faut faire attention quand on compare des taux de croissance de pays qui sont à des stades de développement différents, à des stades de maturité. Et deuxième point, je posais la question des marges de manœuvre. Vous disiez, au fond, est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce qu'ils sont dans le but d'impasse? Est-ce que Xi Jinping dort mal, quoi? Est-ce qu'ils vont dans le mur? Vous disiez tout à l'heure, et je suis complètement d'accord sur le fait que ils ont essayé de faire machine arrière en matière démographique. Après avoir imposé la politique de l'enfant unique, tout d'un coup, ils se réveillent parce qu'ils constatent qu'il y a une catastrophe démographique et ils encouragent aujourd'hui jusqu'au 3e enfant. Bon, ce que je veux dire par là, on le voit bien dans la démographie, on le voit bien dans la politique monétaire, on le voit bien dans les politiques structurelles, la Chine a un problème de marge de manœuvre. Et je crois que derrière ça, il y a un problème institutionnel, qui est le problème des relations entre le centre et la périphérie. Le rôle des régions est relativement important en matière démographique. Est-ce que le centre, c'est-à-dire Pékin, le Parti communiste chinois, etc., arrive à coordonner la politique des régions? Je pense qu'il y a un problème de coordination entre le centre et la périphérie. Il ne pouvait pas être avec nous toute la soirée, mais c'est ce que dit Arnaud Miguet. On va avancer et vous aurez le temps, évidemment, l'occasion de participer à nouveau. On va aller sur ce qui nourrit aussi ce géant blessé qui s'est endormi. C'est la question qu'on vous pose ce soir. Un géant chinois blessé sur ses 2 pieds. L'économie, on vient de le voir, et vous le rappeliez, Madame et messieurs, la démographie avec une chute historique en baisse pour la première fois depuis 60 ans. Une chute qui s'annonce aussi durable pour les démographes. Aurélie Schiller, et on retrouve nos invités juste après. C'est une première historique pour la Chine. Avec seulement 9 560 000 naissances en 2022 et 10 410 000 décès, le pays connaît une crise démographique sans précédent. Si la population diminue, l'effet sera très important sur l'économie et la population active future du pays. Pour ceux qui sont nés dans les années 80, nous sommes plus nombreux à être issus de familles à un seul enfant. Il y a beaucoup de pression lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses parents et d'améliorer sa qualité de vie à l'avenir. La politique de l'enfant unique mise en place à la fin des années 70 pour limiter la surpopulation a été abandonnée. On peut désormais avoir 3 enfants en Chine et des incitations à la procréation existent. Prime à la naissance, allocation, congé maternité rallongé. Mais l'habitude des petites familles s'est ancrée. À l'heure actuelle, les personnes nées dans les années 2000 atteignent tout juste la vingtaine et beaucoup de jeunes ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a évidemment des conséquences importantes sur le système de retraite, mais aussi sur l'économie chinoise en général. Le coût de la vie et de l'éducation a fortement augmenté. Le niveau d'études des femmes s'est accru, repoussant de fait le nombre de grossesses. Le taux de fécondité en Chine était de 1,15 enfants en 2021, très loin du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. À la fin de 2022, la population nationale était de 1,41 milliard de personnes, soit une diminution de 0,85 millions par rapport à celle de la fin de 2021. Selon les démographes des Nations Unies, l'Inde devrait même dépasser la Chine en termes de population dès cette année. Et du plateau de France Info, on retourne en Chine, à Pékin. Arnaud, vous êtes toujours avec nous. Arnaud Miguet, une salve de mauvaises nouvelles, décidément, aujourd'hui en Chine en matière de chiffres, avec donc démographiquement un bond en arrière, vous nous dites, Arnaud, qui se profile. Je reprends votre expression. Oui, Patricia, c'est une crise démographique, une bombe démographique. C'est la première fois depuis 60 ans et le grand bond en avant qu'il y a en Chine, plus de décès que de naissances, malgré la fin de la politique de l'enfant unique
en 2016. Les Chinois font toujours moins de bébés. D'ailleurs, cette année, les ventes de poussettes pour les enfants ont chuté de 41%. Avec cela, une population qui vieillit et donc des conséquences importantes sur les retraites et sur l'économie. Selon les experts des Nations Unies, dès cette année, l'Inde pourrait rattraper la Chine en termes de population. Et si la tendance continue, la population chinoise de l'Empire du Milieu devrait diminuer, Patricia, de moitié d'ici la fin du siècle et passer d'1,4 milliard aujourd'hui à 760 millions d'habitants. Que de chiffres et toujours vertigineux quand on est à l'échelle chinoise. Arnaud, on a un invité qui lui aussi a longtemps été correspondant en Chine, Pierre-Antoine Donnet, ancien correspondant de l'AFP là-bas. Vous vouliez réagir, monsieur, à ces chiffres? Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, le porte-parole chinois parlait de 60 000 décès depuis début janvier. Pour le Covid. Voilà, pour depuis le Covid. La fin de voilà, mais la politique zéro Covid. Exactement, mais on est très loin de la réalité. D'abord, pourquoi annoncer ce chiffre? C'est parce qu'il y avait des pressions internationales extraordinaires, en particulier de l'OMS. Donc il fallait bien qu'ils avancent un chiffre. Pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, on a dit 2 décès, puis 7 décès. C'était tout sauf crédible. Donc maintenant, on dit 60 000 décès, mais ce n'est pas du tout ça. Parce que là, on voit très bien que c'est nettement supérieur. Vous savez, il y a moyen de savoir, en gros, quand même, ce qui se passe en Chine. Il y a notamment ces photos satellites qui montrent très bien ces files d'attente énormes devant les crématoriums. Mais ce sont des kilomètres de queue. Et on voit aussi, en fait, que ces crématoriums sont complètement incapables de répondre à la demande. Dans certaines villes, il y a 3 semaines d'attente. Donc on voit ces Chinois qui, avec les cadavres, je m'excuse du terme, mais c'est bien ça, de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui attendent et qui n'arrivent pas à faire en sorte que ces crématoriums prennent en charge. Et on les voit, cadavres. Monsieur, vous le disiez, hein, ce sont les réseaux sociaux qui les diffusent. C'est sidérant et en même temps, c'est une tragédie sans nom. Parce que la réalité des chiffres, vous savez, il y a plusieurs institutions qui sont spécialisées pour savoir vraiment ce qui se passe, et notamment Airfinity, qui est une agence internationale où il y a des chercheurs de plusieurs nationalités. Et cette organisation parle d'ici fin avril, d'au moins 1,5 million de décès. Et c'est probablement plus ce qui va se passer parce qu'on en est à la première vague, il y en aura une deuxième, puis une troisième. Alors maintenant, s'agissant de la démographie, là aussi, je pense qu'il faut remettre en cause les chiffres officiels. Vous savez, la réalité des choses, et là vraiment, on le sait, c'est que déjà en 2018, il y avait plus de décès que de naissances. Et on en est là. Et là, l'ONU... Ça veut dire que comme la croissance en berne, c'est la faiblesse démographique, vous la faites partir d'un temps plus long que ce que constate aujourd'hui. Oui, parce que on voit très bien la politique de l'enfant unique, elle a été en partie abolie à partir de 2015. D'abord 2 enfants, et maintenant liberté totale d'avoir autant d'enfants qu'on veut. Mais les jeunes chinoises, elles n'en veulent plus, même pas un enfant. Pourquoi? Parce qu'elles ont leur carrière à faire. Elles veulent percer, elles veulent consacrer leur vie à leur travail. Et d'autre part, les enfants, ça coûte extrêmement cher, peut-être moins cher qu'au Japon. Vous avez été il n'y a pas très longtemps, mais c'est très cher. Et s'ajoute à ça, effectivement, et ça a été dit par Arnaud Miguet, le problème des retraites. Le gouvernement chinois est extrêmement endetté. La dette publique est phénoménale. Donc, ils n'ont pas d'argent pour financer ces retraites, un système d'ailleurs qui n'est qu'embryonnaire. Je voulais vous demander, Sébastien Collin, vous qui êtes sinologue et géographe, monsieur, quand notre confrère Pierre-Antoine Donnet rappelle le poids du Covid aujourd'hui dans cette société, alors déjà forcément ça donne sans doute pas très envie de faire davantage d'enfants. Est-ce qu'il y a aussi ce post-Covid qui pèse sur la démographie, ou est-ce que, comme monsieur le rappelait, c'est un phénomène qu'on voit émerger brutalement aujourd'hui, fortement, mais qui s'ancre, qui a pris ses racines avant tout cela? Alors, déjà, je ne pense pas que c'est quelque chose qui émerge brutalement, même si effectivement le chiffre qui a été... Qui émerge pas brutalement, c'est parce que je m'exprime mal, mais c'est vrai que le chiffre nous a tous frappés aujourd'hui. Oui, parce que il arrive un peu plus tôt que ce qui avait été annoncé. Mais le processus de vieillissement démographique en Chine, la baisse de la natalité en Chine, elle était déjà connue, annoncée par un certain nombre de démographes chinois
depuis, j'allais dire, assez longtemps. Là, il s'agit effectivement d'une baisse de la population, donc c'est pas seulement le processus d'un vieillissement démographique qui était marqué par une baisse notamment du taux de natalité, mais une baisse de la population donc, qui était annoncée, mais effectivement bien plus tard. Alors après, les raisons, bien sûr, elles sont multiples. On peut penser assez aisément que la politique zéro Covid et le contexte de ces derniers mois, de ces dernières années a accentué cette baisse, puisque dans un contexte de crise sanitaire et crise économique, effectivement, la natalité baisse. La natalité baisse et les couples chinois, pour ceux qui auraient souhaité avoir un enfant, s'y sont peut-être résignés. Les autres facteurs ont déjà été dits, bien sûr. L'augmentation du coût de la vie, du coût de l'éducation, du coût de la santé. L'augmentation du niveau d'études aussi des femmes, la volonté d'avoir une carrière. Donc tout ça sont des facteurs finalement qui viennent s'ajouter les uns aux autres et expliquer bien évidemment cette évolution. Alors Isabelle Attané, ou vous, monsieur, c'est intéressant ce que vous rappelez tous les deux, parce que vous débattiez tout à l'heure développé et émergent, mais ce que vous décrivez, en fait, des femmes qui travaillent, qui veulent avant tout avoir leur carrière, qui ne veulent pas faire d'enfants tout de suite, mais ça calque parfaitement avec les modes de vie occidentaux. Donc est-ce que juste la Chine n'est pas en train de devenir soit un vieux pays, soit se rapprocher de nos modes de société occidentales ? Oui, d'une certaine manière, mais je crois qu'il y a quand même une différence assez notable, notamment si on compare par exemple la Chine avec la situation en France. C'est qu'en France, et on l'oublie trop souvent à mon sens, c'est qu'en fait, on est très privilégié en France, c'est-à-dire qu'on est très aidé en termes de ce qu'on appelle couramment l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Les modes de garde pour enfants sont quand même très répandus, coûtent relativement peu cher quand on compare à des pays comme la Chine et comme la plupart des pays d'Asie d'ailleurs. Et effectivement, enfin même au Japon, on rencontre ce type de problème aussi. Et il est clair qu'en Chine, le contexte, je dirais, social, mais enfin plutôt la dimension État-providence, en fait, dans l'assistance qui pourrait être portée aux familles pour les aider à avoir des enfants dans des meilleures conditions, est très, très en deçà de ce qui serait nécessaire pour vraiment relancer la fécondité. Et il ne faut pas oublier que même si la Chine a mis en place une politique de 3 enfants en 2021, il faut quand même garder à l'esprit que pour faire un 3e enfant, il faut déjà avoir fait le 2e et encore plus le 1er. Donc forcément, je veux dire, tous les Chinois ne pourront pas se mettre à avoir 3 enfants l'année prochaine. Clairement. Je vais vous donner la parole à tous, mais pardon, j'ai une question en vous écoutant. Et ce que rappelait Arnaud Miguel, c'est que ce qui est terrible, alors c'est un jugement de valeur, mais c'est que finalement, cette politique de l'enfant unique, elle a été intégrée. C'est-à-dire qu'on a forcé, contraint les couples, les femmes à n'avoir qu'un enfant pendant des années. Et aujourd'hui, ça leur va très bien, finalement. Non, alors j'ai fait un gros flop. Aux femmes, vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça. Elles veulent plus faire 2, faire 3. De toute façon, c'est une tendance, si je peux me permettre, en fait, qu'on observe pas seulement en Chine. En fait, il y a au niveau de cette partie du continent asiatique, il y a quand même une propension en fait à privilégier les descendances peu nombreuses comme les systèmes sont quand même très élitistes, et on voit la même chose au Japon, en Corée du Sud notamment. Du coup, les familles préfèrent en fait focaliser, concentrer l'essentiel de leurs ressources en fait sur un enfant pour lui donner le meilleur à tous les niveaux, que ce soit en termes d'éducation et de santé. Et effectivement, se pose dans un pays comme la Chine la question pour une femme de choisir entre avoir des enfants et travailler. Et ça, c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays, qu'on retrouve aussi dans un pays comme l'Allemagne, ou comme l'Espagne, ou comme l'Italie, et qu'on ne se pose pas en France. Typiquement, peu de femmes se disent est-ce que il faut que je choisisse entre avoir un enfant ou travailler. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale et dont on sous-estime l'impact. Vous vouliez réagir et après, faut qu'on avance, mais allez-y, monsieur. Non, mais pour rebondir sur ce que Isabelle Attané disait, ça sous-entend de la part du Parti communiste chinois, effectivement, de revoir complètement ses politiques sociales, d'encadrement, d'aide à l'enfance, d'aide
de protection des familles, etc. Et donc, on a vu ces derniers mois un certain nombre de localités en Chine, la province du Shandong, la municipalité de Shenzhen, mettre en place au niveau local des politiques qu'on va qualifier de natalistes, c'est-à-dire pour encourager effectivement les foyers à avoir donc un peu plus d'enfants. Et donc, ça sous-entend bien sûr qu'il y ait sans doute une unification de ces différentes directives, mais c'est quand même spectaculaire. C'est qu'on est passé effectivement en un espace très court de l'abolition de la politique de l'enfant unique à la mise en place de politiques natalistes. Aucun autre pays dans le monde a été confronté à de telles transformations. Et là, on peut bien sûr remettre en perspective le retard avec lequel les autorités chinoises ont aboli également cette politique de l'enfant unique, alors même que des démographes chinois, alors qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément tous très écoutés de la part des autorités, mais réclamaient déjà une abolition de cette politique déjà 10 ans auparavant. Alors, on va... Juste, je peux me permettre... Non, mais je vais vous donner la parole, mais il faut... La politique de l'enfant unique, d'emblée, elle a été conçue comme provisoire, en fait. Dès qu'elle a été mise en place, l'idée, c'est passionnant, on va... 30 ans. Vous allez... Je vais tous vous donner la parole. On va... Parce que vous avez tous commencé à faire des comparaisons, donc on va les continuer avec ces pays démographiquement puissants au sud et à l'est. Qui pourrait reléguer la Chine dès cette année, avec qui la Chine est en compétition, entre guillemets, démographiquement parlant? On voit ça avec vous, Nathan, Rama, Hérisson. Ça y est, nos invités vous ont laissé la parole, Nathan. Il n'y a pas de problème, Je buvais aux paroles. Mais il faut savoir tout de même que pour l'instant, la Chine est toujours le pays le plus peuplé au monde, 1,175 milliards d'habitants. En 2022, c'est important parce que désormais, on est quand même au centième de millier de près pour comparer notamment avec l'Inde. Ce qui est important, c'est qu'on l'a dit dans le sujet d'Aurélie et dans le plateau d'Arnaud, il y a plus de décès que de naissances, 850 000 personnes en Chine en moins, donc forcément une courbe qui a tendance à stagner un petit peu. Regardez la comparaison de l'année dernière entre l'Inde et la Chine. Vous voyez que l'Inde, ça augmente de manière assez importante et la Chine, ça commence à stagner. Donc, on attend forcément à un moment donné où les courbes vont se croiser. Pour vous donner un ordre d'idée, la population chinoise pourrait décliner chaque année de 1,1% en moyenne, selon une étude de l'Académie des sciences sociales de Shanghai. Alors, quelles sont les projections pour la Chine dans les années à venir sur cette question démographique ? Les projections, elles sont assez simples. En 2078, en Chine, on aura moins d'1 milliard d'habitants. Et dans cette date fatidique de la fin du 21e siècle, en Chine, en 2100, on sera sous les 600 millions d'habitants. C'est moitié moins forcément que la population actuelle en Chine. Et ça donne un ordre de comparaison par rapport à l'Inde. Vous voyez, en 2100, donc l'Inde sera à environ 1,5 milliard d'habitants. Et plus surprenant aussi, le Nigeria sera sans doute plus peuplé que la Chine à ce moment-là. Et ça sera un petit peu le symbole, ce Nigeria, d'une Afrique qui, à ce moment-là, abritera près de 40% de l'humanité contre seulement moins de 20% encore aujourd'hui. Alors, vous avez donné le choix, Nathan, entre le Nigeria, l'Inde. On va aller en Inde. On va retrouver Angélique Forget. Alors, on sait que c'est déjà des rivaux économiques, mais désormais, ce sont aussi des rivaux démographiques. Nathan, Rama, Hérisson le rappelait. Angélique, vous êtes notre correspondante en Inde. L'Inde pourrait dépasser démographiquement dès cette année la Chine. Oui, d'après l'ONU, bonsoir Patricia, c'est le 14 avril prochain, très exactement, que l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé au monde. Ce sont les prévisionnistes qui parlent. Les Indiens devraient ce jour-là être un peu plus d'1 milliard 425 millions 775 000. Et la population indienne devrait continuer de grossir ces 40 prochaines années d'après les démographes. L'Inde a pourtant, comme la Chine au XXe siècle, mis en place des mesures pour freiner la croissance de sa population. Mais voilà, cela n'a pas été aussi efficace que la politique de l'enfant unique dans l'empire du milieu. Résultat, l'Inde en a payé le prix en se développant moins vite. Le pays est aujourd'hui 6 fois moins riche que la Chine, mais la croissance de sa population pourrait faire qu'elle rattrape l'économie chinoise ces prochaines années. C'est en tout cas ce qu'elle espère. Et puis, New Delhi pourrait aussi faire jouer son poids démographique pour réclamer un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine a déjà ce siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez c'est une force, mais c'est aussi un enjeu. L'Inde, pour n'en citer qu'un, l'Inde va devoir ces prochaines années réussir à créer suffisamment d'emplois pour sa jeune population. Rendez-vous compte, 10 millions de nouveaux entrants arrivent chaque année sur le marché du travail. Merci beaucoup Angélique Forget, à vous et votre équipe d'être présents dans notre rendez-vous 100% international sur France Info. Christian de Boissieu.
Est-ce que la démographie, monsieur, est un facteur de puissance ? Écoutez, il y avait un penseur français il y a longtemps, il y a plusieurs siècles, Jean Bodin, qui disait « Il n'est de richesse que d'homme ». Il n'est de richesse que d'homme, et cette formule m'a toujours frappé parce que c'est une manière de poser le problème des relations générique. Hommes et femmes. Bien sûr, on vous a avez compris. Entre la démographie et la géopolitique aussi, d'une certaine façon. Et j'ai bien compris que les courbes vont se croiser très vite. Probablement dès cette année. Entre l'Inde et la Chine, et puis le Nigeria quand même plus tard. Plus tard, simplement, toutes ces prévisions intéressantes à, je dirais, 50 ans ou même la fin du siècle, sont faites à politique constante. Si on intègre le fait que face à la situation tel ou tel pays, je pense à la Chine, mettre les moyens peut être amené à réagir, c'est le problème des marges de manœuvre. C'est-à-dire que, alors je suis d'accord avec vous sur le fait que, vous l'avez dit les uns les autres, on s'aperçoit que les politiques démographiques sont extrêmement difficiles à renverser, à retourner. Vous ne pouvez pas passer comme ça, du jour au lendemain, une politique de l'enfant unique à une politique où vous dites il faut en faire 2, 3, d'autant plus que, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de système de sécurité sociale en Chine. Le filet social est extrêmement limité, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Chinois sont les gens qui épargnent le plus dans le monde. J'avais en tête un taux d'épargne moyen de 40%, il a peut-être un peu baissé, mais il est énorme parce qu'il n'y a pas de sécu. Donc, je reviens sur votre question. Votre correspondante en Inde disait tout à l'heure que l'Inde pourrait réclamer assez vite un siège au Conseil de sécurité puisque la Chine y est. Moi, je pense que la démographie est importante, mais ce n'est pas le seul élément. L'Inde a moins d'ambition sur le plan de la géopolitique mondiale. J'espère que Narendra Modi ne vous écoute pas. Que la Chine. Il faut dire les choses. Le débat à Davos cette semaine, où se retrouvent les décideurs publics et privés. Le débat, c'est la fragmentation de l'économie mondiale, c'est le problème de la montée du protectionnisme, c'est le problème des relations entre les États-Unis et la Chine, avec l'Europe et un peu au milieu. On ne parle pas tellement d'Inde à Davos, on a peut-être tort, mais je veux dire par là que... ça vous nous dites en creux que la Chine est encore une puissance, évidemment, qui compte. Et ce n'est pas l'inversion des courbes démographiques qui va rapidement changer la géopolitique et remettre l'Inde au cœur du système. Alors, Pierre-Antoine Donnet, on va retrouver Philippe Lecor par Skype, qu'on salue, qu'on remercie de sa patience. Vous vouliez réagir, Pierre-Antoine Donnet ? Oui, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect civilisationnel en Chine. Le basculement est total, parce que non seulement beaucoup de jeunes Chinoises ne veulent pas d'enfants du tout, mais beaucoup d'entre elles ne veulent même pas se marier. Et ça tient aussi à la place de la femme en Chine aujourd'hui. Vous savez, elle a été très longtemps méprisée, avec ce patriarcat très longtemps installé en Chine, qu'il est toujours. Et ces femmes réagissent. Alors maintenant, vous parliez d'instruments de puissance. Ben, je crois que justement, ces ambitions chinoises sont très largement contrariées. Parce que, comme vous le disiez, c'est vrai, la démographie, c'est aussi un peu la puissance économique et autres. Et si vous voulez, pour le dire un peu différemment, une démographie en berne, étranger, moindre pour la Chine. Parce que, automatiquement, on voit cette classe moyenne qui est réduite. Et on l'a bien vu pendant des années et des années, les hommes d'affaires remplissaient les avions parce qu'ils voyaient en Chine une espèce d'Eldorado. Et cet Eldorado, il est en train de s'effacer peu à peu. Et donc là aussi, on voit que les ambitions chinoises maintenant sont largement contrariées sur le plan économique, politique, financier, démographique. Sébastien Collin, d'un mot, et on va retrouver Philippe Lecor. Oui, non, juste sur les rapports entre population et puissance, il faut prendre en considération aussi que les perceptions évoluent à travers le temps. Si on prend uniquement le cas de la Chine, du temps de Mao Zedong, la très forte démographie chinoise était perçue comme un vecteur de puissance. Et d'ailleurs, les autorités chinoises se sont pendant très longtemps opposées au discours international qui consistait à encourager les pays du tiers-monde, puisque c'était la terminologie qui était adoptée à l'époque, à mettre en place des politiques de contrôle de leur démographie. Et finalement, lorsque la Chine a voulu œuvrer à sa modernisation économique, elle a mis en place ou radicalisé une politique de limitation des naissances qu'elle avait déjà mise en place dès le début des années 70. Mais on voit que les rapports, là, ont évolué aussi par rapport à cette notion population-puissance.
Alors, la dernière question très ambitieuse qu'on va se poser pour les quelques minutes qui nous restent, c'est cette économie qui se rétrécit, en tout cas qui croît moins, cette démographie qui se rétrécit aussi, on fait moins d'enfants. Est-ce que tout ça peut expliquer, peut peser sur la politique étrangère de la Chine vis-à-vis de ses partenaires? Et évidemment, ça nous concerne, nous, l'Europe et les États-Unis. Bonsoir Philippe Lecor. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci d'avoir fait un petit peu de place dans votre emploi du temps pour être avec nous. Chercheur en relations internationales à la Harvard Kennedy School, enseignant aussi à l'ESSEC et spécialiste de la Chine. Est-ce que pour vous, alors vaste question, je sais Philippe, pour peu de temps de réponse, mais vous vouliez prendre l'exemple de la Chine et des États-Unis. Est-ce que cet état intérieur crispé sur l'économie et la démographie peut expliquer une certaine arrogance, agressivité extérieure de Pékin? Écoutez, je pense que la rivalité entre la Chine et les États-Unis n'est pas prête de s'arrêter, tout simplement parce que chaque pays y a intérêt. Aux États-Unis, vous avez un congrès maintenant en partie républicain qui a des ambitions de contrer la Chine, hein, l'administration Biden, elle aussi. Et côté chinois, il est clair que le nationalisme revient périodiquement dans le discours. On est là en phase d'ouverture post-Covid, on va voir ce que ça donne. Il y a, comme vos invités viennent de le dire, et je pense effectivement que la Chine n'a pas l'intention de baisser la garde en ce qui concerne la géopolitique, que ce soit le Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, qui vont peut-être d'ailleurs réunir un certain nombre de gens à Pékin cette année ou l'année prochaine, que ce soit les investissements chinois, que ce soit la relation avec la Russie, et même avec les États-Unis, le dialogue est maintenu. Vous savez que Madame Yellen, la secrétaire au Trésor, va rencontrer Liu He, le vice-premier ministre, à Davos dès demain. Ils vont discuter de la stabilité mondiale. Alors bon, c'est peut-être une manière justement de montrer qu'il y a encore des discussions entre ces deux grandes puissances, mais c'est aussi une façon de se jauger quelques mois après le 20e congrès du parti. En tout cas, M. Liu a dit qu'il allait expliquer la situation économique chinoise, qui n'est donc pas bonne, et les mesures que le gouvernement chinois va mettre en place pour essayer de la stabiliser. Il faut savoir aussi que la Chine a 910 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc les États-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine, et il y a donc un risque, je dirais, systémique pour les États-Unis à ce niveau. Et enfin, je dirais que les Européens, notamment, ne sont pas pour le découplage avec l'économie chinoise, et donc il est clair que la Chine a misé un petit peu sur l'Europe comme alternative aux États-Unis, sachant que dans les années qui viennent, les 2 ou 3 années qui viennent, il est clair que les États-Unis vont continuer d'empêcher la Chine de se développer. Il y aura des sanctions. On sait bien qu'il y a des sanctions sur les semi-conducteurs, notamment sur la technologie chinoise. Il y a même des sanctions à l'égard des entreprises américaines qui veulent exporter de la technologie vers la Chine. Donc l'Europe n'en est pas là, et je pense notamment que si Emmanuel Macron se rend en Chine au printemps, il aura à cœur de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les États-Unis et la Chine, si toutefois c'est possible, et de ne pas complètement isoler la Chine, qui elle-même, on l'a bien vu avec les voyages de Xi Jinping à Bali, en Arabie Saoudite, très surprenant comme choix d'une première visite à l'étranger après son renouvellement, mais qui en dit long sur ses ambitions à l'égard des pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas occidentaux ni la Chine. Et il est clair qu'au Moyen-Orient, notamment, la Chine veut jouer sa carte. En Afrique, elle veut jouer sa carte. Le ministre des Affaires étrangères, nouvellement nommé, vient de se rendre en Afrique, sa première visite à l'étranger. Tout ça montre une Chine qui n'a pas l'intention de restreindre ses ambitions, que ce soit économique vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Asie centrale, vis-à-vis du Moyen-Orient, mais également sur le plan diplomatique vis-à-vis des pays occidentaux que je mentionnais tout à l'heure. Et Philippe Lecor, si rapidement, on se demandait tout à l'heure si Xi Jinping, s'il avait un petit tableau de bord avec ses indices au rouge, économie, démographie, est-ce qu'on se réjouit à la Maison-Blanche que la Chine aille moins bien ?
Écoutez, vous savez que c'est devenu, le China bashing est devenu un sport à Washington depuis Donald Trump, et en particulier depuis l'imposition de sanctions commerciales contre la Chine, qui pour l'instant sont toujours en place. Et d'ailleurs, il y a également des sanctions en Chine contre des produits américains. Donc de ce côté-là, ça continue. L'élection du parti républicain, qui a finalement réussi à élire son leader comme speaker de la Chambre des représentants il y a quelques jours, va malheureusement aller dans le sens, je dis malheureusement parce que la polarisation n'est pas forcément une bonne chose, dans le sens d'une radicalisation, d'une polarisation avec la Chine. C'est-à-dire que les gens qui veulent dialoguer avec la Chine semblent moins nombreux que ceux qui veulent, je dirais, en découdre. Et notamment dans le contexte de la mer de Chine du Sud, du détroit de Taïwan et d'autres conflits d'intérêts entre la Chine, stratégiques entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que oui, d'une certaine manière, ça rassure un certain nombre de dirigeants, mais d'une autre manière, ils vont perdre un peu leur hochet qui consiste à dépeindre la Chine comme forcément une puissance démoniaque, alors que bon, ses ambitions ne sont pas celles de conquérir la planète militairement, on en est loin. Mais en tout cas, économiquement et exercer une influence politique, ça, sans aucun doute. Merci beaucoup Philippe Lecor d'avoir donné votre regard, monsieur, sur les conséquences et notamment sur la relation tendue entre les États-Unis et la Chine de cette mauvaise santé économique et démographique. On a presque fini. D'un mot, s'il vous plaît. Est-ce que la Chine s'endort ? Je voudrais compléter ce que vient de dire Philippe. Alors voilà, je vous pose une question et non, on me dit non. Non, mais au contraire. Si vous voulez, les marges de manœuvre de la Chine sur le plan économique et politique sont maintenant réduites. Et il se trouve que la Chine est en position de demander. Elle ne peut pas se passer des États-Unis. Absolument pas. Donc, côté américain, on a une marge de manœuvre pour justement faire pression sur la Chine. Et on le voit bien, le secrétaire d'État américain va aller début février à Pékin pour sonder jusqu'où la Chine veut bien aller. C'est dans le sillage de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Sébastien Collin, madame, un mot, oui, non, ça s'endort. Enfin, un mot 3, mais pas plus. La Chine ne s'endort pas, elle somnole, elle veille, elle garde un œil ouvert. Il y a plusieurs décennies de ça. Alain Perfit avait mentionné oui, c'est pour ça qu'on a fait. Le monde c'est bien pour ça qu'on a fait ce titre. Là, nous sommes en train de nous interroger sur si elle s'endort. Si elle s'endort, bien sûr que non, elle ne s'endort pas. C'est pas la baisse du taux de croissance économique. Encore faut-il l'analyser secteur par secteur. Et il y a un certain nombre de domaines où la Chine reste encore performante et peut faire valoir aussi sa compétitivité et sa puissance. Et les questions démographiques, si elles posent bien sûr de grands enjeux d'ordre économique, la gestion, la prise en charge des personnes âgées, la question des retraites, etc., on peut penser que le régime, à un moment donné, mette en place un certain nombre de mesures qu'il nous reviendra d'analyser ultérieurement. Isabelle Atané, la Chine somnole-t-elle ? Non, moi je dirais pas ça non plus, mais effectivement, là je crois que dans les prochaines années, elle va devoir très fortement se recentrer sur ses problèmes intérieurs, je veux dire sur ses questions sociales, sur ses questions économiques, de chômage, etc., etc. Donc c'est vrai que peut-être que ses ambitions au niveau international vont peut-être un petit peu se tasser, mais clairement là les problèmes sociaux sont tellement monumentaux que est obligé de changer un petit peu Je pense qu'elle ne s'endort pas, elle n'est pas naïve. Je pense aussi que le fait que la Russie soit complètement engloutie, si je puis dire, en Ukraine ou occupée par l'Ukraine, donne un rôle particulier à la Chine sur le plan de la géopolitique mondiale. Je dis ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et je pense que c'est un sujet important, les relations entre la Russie et la Chine par rapport à nous, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, c'est un sujet non négligeable. Merci infiniment, Christian de Boissieu, professeur émérite à la Sorbonne. Je rappelle, monsieur, votre dernier ouvrage, si je ne me trompe pas, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui, chez Maxima Éditions. Madame Atané, auteur de La Chine à bout de souffle, c'est paru chez Fayard. Pierre-Antoine Denay, vous avez publié Le dossier chinois et voici
pour inciter à la réflexion, Confucius aujourd'hui aux éditions de l'Aube, et Monsieur Collin, La Chine, puissance mondiale aux éditions La Documentation française. Merci beaucoup à tous les quatre, et on accueille à présent dans notre tête-à-tête, je vous le disais dans le sommaire tout à l'heure, une femme puissante. On parlait des femmes